Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau live de Juste après on fait quoi? Pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de déjà venir dans ce live, je suis Audrey Arnaud et je travaille sur les sujets d'économie circulaire. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, surtout que je vois qu'il y a des prénoms connus qui nous suivent depuis le début. Bonjour à Sébastien, bonjour à Séverine, à Michel, à Lydie et à tous les autres. Merci d'être présents avec nous. Alors, nouveau mois, on est en octobre, ça y est, donc nouveau live et nouvelle intervenante, puisque ce soir, on reçoit Laurence Meignery, qui est fondatrice de Citizen Capital, un fonds d'investissement qui soutient le développement des entreprises à impact. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors, avec Laurence, on a aussi notre copilote du soir, qui est Jean-Sébastien Sello, qui était notre premier copilote sur les premiers lives. Bonjour Jean-Sébastien. Bonsoir Audrey, bonsoir Laurence, merci pour votre intervention de ce soir. On est très heureux de vous recevoir. Donc ce soir, moi je suis Jean-Sébastien Sello, je suis chef d'entreprise, plusieurs fois entrepreneur. Aujourd'hui, je gère 3 restaurants et j'ai le projet de rechercher une entreprise, soit faire pivoter, soit dans un nouveau projet dans la partie durable des entreprises. Aujourd'hui, donc, je serai l'assistant d'Audrey pour animer cette interview. Je vous proposerai donc évidemment de poser toutes vos questions dans le petit onglet qui se trouve en bas de Zoom, pour ceux qui ne le pratiquent pas encore, un petit onglet qui s'appelle QR, questions et réponses. Donc, on répondra au fur et à mesure aux questions que vous poserez à Laurence surtout, et puis soit on les pose au fil de l'eau, soit en fin de chapitre, on pourra condenser les différentes questions pour avoir des réponses à toutes ces questions-là. Laurence souhaiterait avoir le plus de questions possible, donc n'hésitez vraiment pas à rendre ce live le plus participatif possible. Merci à vous et à tout à l'heure. Alors merci. Donc du coup, on a un petit sondage traditionnel en introduction pour voir le profil des personnes qui nous ont rejoints. Donc si je regarde par rapport aux personnes présentes, on a un quart qui sont des porteurs de projets qui souhaitent changer le monde, peut-être des futures cibles pour Laurence. On a un chef d'entreprise qui souhaite repenser son modèle, quelques salariés, consultants, on a un étudiant et des curieux aussi que la thématique intéresse. C'est assez diversifié en termes d'audience ce soir. Et puis, sur la connaissance des fonds d'investissement, on a 15% de personnes qui ne connaissent pas du tout le sujet. On a 23% qui sont débutants, on a 38% qui s'y connaissent un peu, on a 23% qui maîtrisent et on n'a personne qui a eu l'occasion pour l'instant de faire une levée de fonds. Voilà, on a fait un peu plus connaissance avec vous. C'est l'occasion de connaître un peu mieux Laurence. Donc, Laurence, pour commencer, on a envie de vous dire qui êtes-vous et surtout, qu'est-ce qui vous a poussé à créer Citizen Capital en 2008? Bonjour à tous et merci de m'inviter. Alors, moi, j'ai la particularité d'avoir créé Citizen Capital vraiment comme une démarche entrepreneuriale, puisque je ne viens pas du monde de la finance, encore moins du monde de l'investissement capital. Et je viens de la sphère publique. J'ai plutôt grandi avec l'idée que… j'ai grandi dans une famille où on parlait beaucoup de la question de l'utilité publique et de la chose publique. Et j'ai grandi avec l'idée que si on était engagé, on allait naturellement vers le public. Et j'ai été plusieurs années à l'Institut Montaigne avant de créer Citizen Capital, où j'ai notamment fait un rapport sur la question de l'égalité des chances. Et j'ai travaillé sur l'évolution des politiques publiques, sur les questions de diversité, égalité des chances et emploi. Et c'est vraiment en découvrant l'accueil qui a été fait à ce rapport auprès du secteur privé, notamment des grandes entreprises, que j'ai vraiment découvert en fait le monde de l'entreprise. Et j'ai aussi une expérience en cabinet ministériel qui m'a conduit quand même à une certaine déception de la vitesse d'action dans le secteur public. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, si je veux vraiment changer quelque chose dans ce monde, est-ce que finalement, j'ai pas plus de choses à faire dans le privé? C'était un vrai saut pour moi de faire ça. Mais j'ai vu à quel point l'entreprise, quand elle se saisissait d'un sujet, pouvait le faire avec une efficacité, une rapidité qui m'avait beaucoup impressionnée. Et donc, c'est en prenant mon bâton de pèlerin et en allant voir de premiers investisseurs et en regardant beaucoup ce qui s'est fait aux États-Unis, en Angleterre,
où j'ai découvert qu'il y avait un segment déjà d'investisseurs. Aux États-Unis, ça fait 30-40 ans qu'il y a déjà un segment d'investissement qui ne s'appelait pas à impact à l'époque, on appelait social venture. Et en Angleterre, il y avait un très beau fonds déjà qui s'appelle Bridges Ventures. Et c'est en regardant ce que ces gens-là ont fait que je me suis dit, tiens, il y a quelque chose d'intelligent à faire en France. Et pourquoi la finance? Parce que finalement, dans le monde de l'entreprise, vous auriez pu mener plein de sujets et choisir de travailler sur le sujet de l'égalité des chances, par exemple, spécifiquement en créant une entreprise plus RH, par exemple. Quel est le lien que vous avez fait en disant non, je vais travailler sur le levier financier? Alors, je crois que c'est un concours de circonstances entre des rencontres que j'ai faites d'entrepreneurs. Quand j'ai rédigé ce rapport, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, notamment dans les zones défavorisées. Et donc, j'ai eu l'occasion de toucher du doigt les besoins en financement d'entrepreneurs, parfois assez isolés, et de me rendre compte que le capital, en fait, pouvait être un levier assez efficace pour accélérer un mouvement qui était alors naissant. À l'époque, on était en 2006-2007, mais que le capital était un levier quand même extrêmement puissant pour accompagner un changement et pour orienter, en fait, ou donner un sens, en tout cas, à l'argent que vous investissez. Et puis, j'avais rencontré des gens, notamment des gens de chez Goldman Sachs aux États-Unis qui avaient levé un petit fonds d'impact à l'époque qui était destiné à financer les entreprises dirigées par des minorités ou dans des quartiers défavorisés. Et donc, peu à peu, j'ai commencé à m'intéresser au sujet du capital, de l'outil financier comme levier pour accélérer un mouvement de société. Et alors, en plus, la création de Citizen Capital, c'est 2008. 2008, alors on est en pleine crise en 2020, mais 2008, c'est la précédente crise. Le démarrage s'est fait du fait de cette crise ou c'est un concours de circonstances et auquel cas, comment ça s'est passé? Moi, en 2006, je quitte le cabinet ministériel où je travaillais en me disant non, je ne ferai pas, je ne finirai pas ma vie dans le public. J'avais quand même une déception. Et entre le moment où j'ai décidé, où j'ai commencé à travailler sur un projet de fonds d'investissement et le moment où on a levé nos premiers fonds, il y a plus de 2 ans qui se sont passés, évidemment. J'ai rencontré mon associé, Pierre-Olivier Varenne, et on a levé nos premiers fonds 3 mois avant la chute de Lehman Brothers. Donc, je crois qu'on a fait une levée en juillet 2008. Et donc, c'est à la fois une chance d'avoir pu lever nos premiers fonds avant, parce que je pense qu'après, on aurait été gelé pendant 2-3 ans. Et en même temps, je pense qu'on sentait déjà que certaines personnes dans des grandes industries d'investissement et d'asset management commençaient à se poser des questions. Et donc, on arrivait à susciter un intérêt à la marge de certaines personnes qui se disaient non, il y a quelque chose qui tourne par rond. Il faut qu'on commence à explorer des nouvelles voies et à innover sans forcément des attentes de rendement incroyables. Donc, les premiers investisseurs qui ont mis de l'argent chez nous, c'est des très petits tickets par rapport à ce qu'ils faisaient normalement. Qu'est-ce que vous appelez des petits tickets? Des tickets, c'est des montants. Et du coup, vous avez raison de me reprendre sur le jargon, parce que c'était des petits montants qu'ils nous confiaient à l'époque. Et qu'est-ce que vous appelez petits montants? Comment? C'est quoi que vous appelez les petits montants? Pour vous dire, notre première levée de fonds, on a levé 9 millions d'euros. Donc aujourd'hui, lever 9 millions d'euros pour créer un fonds d'investissement, c'est juste, je pense que ça serait considéré comme une hérésie. Déjà à l'époque, on nous disait, mais il n'y a pas de modèle économique avec 9 millions d'euros, et on est tout à fait conscient de ça. Mais on savait qu'il fallait, c'était tellement difficile de venir voir des investisseurs à l'époque et de leur dire, on est une nouvelle équipe, on crée un nouveau fonds avec une société qui vient de se créer. Et en plus, en fait, notre stratégie d'investissement, c'est de coupler rendement financier et impact social. Ça faisait beaucoup, ça faisait naître beaucoup d'interrogations. Et il faut voir qu'à l'époque, il y a 10 ans, les investisseurs financiers avaient une vision totalement dichotomique du marché, c'est-à-dire soit
vous faisiez de l'argent, soit vous faisiez le bien. Vous faisiez le bien, vous dirigez vers les fondations et vous aviez une démarche de philanthrope. Et si vous faisiez de l'argent, vous ne pouviez pas en même temps avoir un impact positif. Et donc, on a mis beaucoup de temps à convaincre des gens qu'on était bien dans une démarche de private equity professionnelle avec des objectifs de rendement financier. Mon associé avait déjà 10 ans de private equity derrière lui. Mais néanmoins, les premiers investisseurs qu'on allait voir avaient tendance à nous dire « mais c'est vraiment très audacieux et c'est fantastique ce que vous faites, mais je vais vous présenter à notre fondation ». Et nous, on disait non, en fait, on n'est vraiment pas dans une démarche de philanthropie. Justement, on pense que la philanthropie a déjà suffisamment à faire sur des sujets où il n'y a vraiment pas de modèle économique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'accompagner l'économie dans son ensemble et de considérer que l'entreprise ne peut pas juste aujourd'hui être créée dans l'intérêt de ses associés en vue d'en partager le bénéfice. Elle a un rôle social à jouer. Et pour nous, une entreprise qui réussit dans la durée est une entreprise qui contribue concrètement à résoudre un des grands enjeux de notre temps, qu'il soit social ou environnemental. À l'époque, on avait un tropisme très social-sociétal. D'accord. Et vous avez intégré après la partie environnementale? Plus tard, on a acquis on a considéré que les enjeux sociaux et environnementaux sont un peu l'envers et l'endroit d'un même sujet, que ça n'avait pas de valeur de distinguer. Nous, on s'est toujours intéressé, en fait, c'est pour ça qu'on est généraliste. On s'intéresse à la démarche entrepreneuriale de relever des défis sociétaux. Et les défis sociaux comme environnementaux nous semblent aussi pressants l'un que l'autre. Ça marche. Alors, pour ceux qui nous écoutent, du coup, je pense qu'ils auront compris pourquoi on est ravis de vous recevoir ce soir sur Juste Après On Fait Quoi, parce que l'idée, et on a monté ce mouvement sur le fait de démontrer qu'il y avait la possibilité pour les entreprises de concilier rentabilité financière et impact positif au niveau environnemental ou social. Donc, ce qui est très chouette, c'est que vous portez cette vision du coup depuis 12 ans et vous en êtes finalement, Citizen Capital est un outil au service du développement de ces entreprises-là. Alors peut-être avant de rentrer dans le détail du type d'impact, de ce que vous allez chercher, les sujets sur lesquels vous vous mobilisez, le type d'entreprise vers lequel vous allez, peut-être juste pour comprendre ce que c'est qu'un fonds d'investissement aujourd'hui. Alors, on ne va pas vous demander un cours de 2 heures sur le sujet, mais je me dis dans l'irrationnel ou dans l'imaginaire collectif, un fonds d'investissement, alors on a peut-être vu certains qui veulent être mon associé chez M6, on a l'impression que c'est un investisseur qui fait un super pitch devant un fonds d'investissement qui est capable de mettre 500 000 € du coup dans la boîte en moins de 3 minutes et qu'on ne voit jamais derrière. J'imagine que ce n'est pas du tout ça. Est-ce que vous pouvez, en quelques minutes, nous décrire un petit peu quel est votre rôle et quel est le type de relation que vous avez avec les entreprises? Wow, alors ça, c'est une question effectivement assez large. Notre rôle, on nous confond souvent avec des banquiers. Et nous, on se considère évidemment très, très loin d'un banquier. Notre rôle, c'est d'investir du capital, donc des actions. Donc, on devient associé, ce qui est une démarche très différente d'une démarche de prêt, par exemple. Et donc, devenir associé d'un projet entrepreneurial, comme toute démarche individuelle, demande de la confiance, du temps, de comprendre le projet entrepreneurial sous toutes ses formes. Et donc, on considère qu'entre le moment où on va rencontrer un dirigeant et le moment où on va réellement pouvoir investir, il se passe, dans les meilleurs des cas, on a pu réussir à le faire en 3 mois, je pense. Mais c'est suivant la maturité du projet, ça peut prendre aussi 4 à 6 mois. Donc, on investit, on prend des parts dans l'entreprise, donc c'est des actions ou parfois des obligations convertibles. Et on investit généralement pour une durée relativement longue, en tout cas ce qu'on considère être comme un cycle pour l'entreprise. Et dans le métier, un cycle, c'est autour de 5 ans. Alors, ça a tendance à se raccourcir avec l'accélération généralisée de notre monde, de la société tout court. Néanmoins, nous, on se projette autour de 5 ans. Au-delà de 6-7 ans, on peut considérer qu'on a
l'entreprise est passée à un autre cycle, à un autre cap, elle peut avoir besoin d'autres partenaires. Donc, ça nous paraît assez sain comme durée. Mais on a pu investir pendant 3 ans, enfin, sur une durée de 3-4 ans, comme dans certaines entreprises, par exemple chez Camif, on y est depuis 2013, donc ça va faire 7 ans. On investit des montants qui sont évidemment très différents selon la taille de l'entreprise et ses besoins. Et alors donc nous, on investit entre 500 000 € dans des entreprises qui sont à des stades relativement tôt, dans ce qu'on appelle le early stage dans le jargon franglais de notre métier. Et on peut investir jusqu'à 4 millions dans des entreprises qui sont d'ailleurs, qui peuvent aussi être très jeunes. Il y a des entreprises qui se développent très vite, mais on ne va pas investir 4 millions d'un coup, on va investir en général 1 à 2, puis on va être capable, on est soucieux de pouvoir continuer à les accompagner dans le temps. Souvent, on n'investit pas seul, on investit avec d'autres. Chacun amène son expertise, sa valeur ajoutée. Donc, de plus en plus, les entrepreneurs viennent nous chercher parce qu'on peut les accompagner sur le déploiement d'une stratégie d'impact. Et puis, on peut avoir à côté de nous un fonds qui va être spécialisé tech ou sur une verticale dans l'environnement, par exemple. Voilà, on fait sur un fonds qui a une durée de 10 ans. On va faire généralement 10 à 12 investissements. C'est un par an, du coup, ça veut dire? Est-ce que c'est ça que Comment? ça veut dire? Ça veut dire un par an? Ou 2 par an, le temps d'investir et de désinvestir? Non, ça veut dire plutôt 3-4 par an, parce qu'en fait, vous avez une période d'investissement, un fonds qui dure 10 ans. Vous avez une période où le fonds investit, puis vous avez une période où en fait, il n'investit plus, il clôt sa période d'investissement et on désinvestit. Donc, en fait, au bout de 5 ans, vous relevez un fonds. Donc, en fait, vous passez pas mal de temps, vous aussi, en tant que fonds, comme les entrepreneurs, à aller chercher des investisseurs pour lever des fonds. Ça marche. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pouvez pas communiquer sur quelle somme ça représente, le fonds Citizen Capital? Ah oui, bien sûr. Donc, je vous disais que le premier fonds il faisait 9 millions d'euros et que ce fonds est monté jusqu'à 22 millions d'euros. On a mis sur 2-3 ans, c'était un projet très nouveau à l'époque. Je pense qu'on était parmi les premiers fonds dits d'impact, et on ne parlait pas encore d'impact investing, qu'on a investi jusqu'en 2014. Et en 2015-2016, on a levé notre deuxième fonds qui fait 43 millions d'euros qu'on est en train de finir d'investir en ce moment. Et on s'apprête à lever un troisième fonds qui, on espère, fera au moins le double. Parce que le marché a beaucoup grandi. Les entrepreneurs qui créent des entreprises pour changer le monde sont beaucoup plus nombreux qu'il y a 5-6 ans. Et on sent aussi un appétit des investisseurs qui est plus important. Enfin, évidemment, l'impact est un sujet qui est beaucoup plus, auquel les gens sont beaucoup plus sensibles qu'il y a 10 ans quand on est né. Donc, c'est intéressant de voir la tendance, c'est-à-dire qu'en fait, quelque chose d'émergent sur lequel vous deviez démontrer le modèle, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel il y a de la récurrence et il y a une attente aussi, puisque les entreprises qui se développent ont besoin de soutien de votre part pour pouvoir du coup passer des étapes et pouvoir se développer. Et du coup, ça veut dire en termes… alors, je pourrais poser plusieurs types de questions, mais j'ai envie de revenir sur le côté, vous disiez minimum 500 000 euros. On imagine que du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas… si on est toute jeune entreprise dans le modèle de l'économie circulaire, par exemple, sur lequel on se dit, tiens, je vais utiliser un déchet pour en faire un produit spécifique sur lequel je n'ai pas de modèle économique déjà existant et sur lequel je ne vais pas forcément chercher 500 000 euros du départ. Est-ce que sur ce profil de plutôt jeunes entreprises, il y a aussi l'équivalent de Citizen Capital qui existe pour eux, pour comprendre un petit peu comment ça se passe aux différents niveaux de maturité des entreprises? Attendez, je rechausse mes lunettes parce qu'en fait, j'ai essayé de les enlever, mais décidément, ma vue, elle baisse, donc je vous vois mieux là. Alors, en fait, c'est vrai que quand on investit 500 000 euros, là, je parle d'un fonds qu'on appelle un fonds early stage ou venture, qu'on a levé il n'y a pas très longtemps, en fait, il y a 1 an, et qui prend des participations dans des startups
qui sont, on appelle ça seed pré-série A. Mais en fait, quand on dit ça, chacun y met des choses différentes. Vous allez voir un fonds pour qui le seed, ça va être une définition et un autre, ça va être une autre. Donc, le seed, c'est la graine, c'est la petite entreprise, c'est ça? Oui, le seed, c'est effectivement la graine. Et alors, nous, là, on investit quand on commence à comprendre comment se passe la commercialisation. C'est-à-dire qu'une graine qui n'a pas encore fait son coming out et qui n'a pas encore de clients, on va avoir du mal à se faire une conviction. Et à part certains secteurs comme la biotech ou certaines startups qui sont sur de la deep tech, qui lèvent des fonds bien avant de commercialiser, le plus souvent, les startups qui n'ont pas encore commercialisé peuvent éventuellement avoir des fonds par des business angels, mais difficilement par des fonds. Parce que c'est très compliqué d'avoir un modèle, enfin on pourra parler après d'un modèle économique de fonds, mais un modèle économique de fonds fondé sur des sociétés qui n'ont aucun retour sur la commercialisation ou le retour client, on a très peu de choses sur lesquelles s'appuyer. Donc nous, on cherche des entreprises qui ont déjà un peu de chiffre d'affaires, ça peut être peu, et surtout ce qu'on va chercher à comprendre, c'est la façon dont le client en fait un usage déjà. Très clair. Ça marche. Je ne sais pas si je réponds à la question. Ça répond, je pense que en fait, ça montre que du coup, vous travaillez sur des modèles qui sont déjà un tout petit peu assis et sur lesquels on peut comprendre la perspective et le profil de client qu'on va aller chercher pour aller développer son impact et son chiffre d'affaires. Mais par contre, on sait que de nos jours, aujourd'hui, il y a aussi tout un tas d'entreprises qui, du coup, n'ont pas forcément le profil pour justement aller voir des banquiers parce qu'ils ne vont pas comprendre nécessairement le business model. Non, ce n'est pas forcément des banquiers qui… Etc., etc. Donc, effectivement, le côté business angel est peut-être du coup le levier à utiliser dans ces cas-là. Oui, le banquier n'a pas un modèle économique qui lui permet de prendre des risques. Donc, lui, il regarde vraiment dans le rétroviseur. Donc, plus on est jeune, plus c'est compliqué. Exactement. Un capital risque, enfin, nous, en tant que capitaux risqueurs, on prend des risques dans tout ce qu'on fait. Après, les modèles de fonds sur plus tôt que ce qu'on fait, il y en a assez peu. Il y en a très, très peu. Ça marche. Jean-Sébastien, je crois qu'il y a des questions. Alors, il y a 3 questions. On va traiter la première. Les deuxièmes viendront puisqu'on s'intégrer dans la trame de l'entretien que l'on va faire. Donc, ne vous inquiétez pas, on va répondre à ces questions-là. La première question, c'est la question de Lydie. Alors, Lydie, jusqu'à maintenant, vous nous avez présenté dans les sociétés dans lesquelles vous souhaitez ou vous pourriez investir. Sa question, c'est de savoir quels sont les profils d'investisseurs qui viennent dans votre fonds. Et également, parce qu'elle a un parti pris, Lydie, c'est de dire pourquoi ils accepteraient de gagner moins en rentabilité que dans une entreprise dite classique, sous-entendu qu'une entreprise à impact, selon elle, n'a pas la même capacité à générer de la rentabilité. Oui, question intéressante. Alors en fait, si vous regardez la définition de l'impact investing, c'est tout investissement qui est fait dans une entreprise avec un objectif de rendement financier associé à un objectif de rendement social. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça offre au fond une assez large palette de rendements possibles. Donc, vous avez des fonds qui vont chercher un rendement assez en ligne avec ce que font d'autres fonds qui ne sont pas impact. Et je reviendrai là-dessus, il n'y a pas d'incompatibilité entre le profit et l'impact. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait de rendre de l'argent aux investisseurs et le fait d'avoir un impact. Il peut y en avoir sur certains modèles économiques où la rentabilité est intrinsèquement basse et on pourrait revenir, c'est un certain type d'entreprise qu'il faut être capable de financer et qui demande effectivement des fonds d'investissement, en tout cas des investisseurs qui ont des objectifs de rentabilité bas, qui peuvent être de quelques pourcents, voire qui peuvent être juste de rendre le capital aux investisseurs. Donc, vous avez quelques fonds où les investisseurs ne cherchent pas forcément à gagner de l'argent, ils cherchent peut-être à récupérer ce qu'ils ont mis.
il faut savoir que dans un modèle de fonds, vous payez une équipe pendant 5 ans, voire 10 ans. Donc, il faut prendre en compte que même si, en tant qu'investisseur, vous mettez 100 dans une société qui investit, dans les gens comme nous, si vous voulez lui rendre 100, vous devez déjà avoir une certaine rentabilité parce que vous, en tant qu'équipe, vous avez coûté 2% par an peut-être de ce que vous avez levé, ce qui n'est pas négligeable. Donc, en fait, même dans des cas où l'investisseur ne cherche pas du tout de rendement, il y a quand même un modèle économique à trouver et vous, en tant que fonds, vous devez avoir en tout cas un rendement minimal qui vous permet de payer une équipe. En dessous de ça, on considère que c'est de la philanthropie. C'est-à-dire que si on est dans les objectifs de dons, nous, on a plutôt une culture de recherche de performance financière relativement ambitieuse. Je dis relativement parce qu'on ne va pas se comparer à des fonds de LBO. Il y a une palette assez large, hein, mais on estime que quand on investit dans une entreprise, on va chercher à ce qu'elle, vu la taille des entreprises en plus dans lesquelles on investit, qui sont relativement jeunes, c'est des entreprises en très forte croissance. Donc, on considère quand on investit, on pense qu'elle va être capable d'au moins doubler sa taille et sa valeur. Donc, ce qui correspond à multiplier par 2, en gros, donc, bon, après, il faudrait rentrer dans les détails, qu'il y a le brut, le net, etc. Mais on considère, nous, que si le projet de croissance n'est pas clairement ambitieux, ça va être compliqué de délivrer de l'impact. L'impact, pour nous, est vraiment complètement lié au projet de croissance et inversement. C'est-à-dire que si on va toujours chercher des projets où l'impact, on va considérer que l'impact va vraiment participer de la création de valeur stratégique sur les 5 ans. Si on sent une tension forte entre les deux, on va avoir du mal à y aller. Camif, par exemple, si je peux donner un exemple, Camif, quand on a investi, on était sur un marché de l'équipement de la maison. En Camif, ils vendent des meubles et de l'équipement de la maison. Je pense que uniquement sur ce sujet équipement de la maison, on n'aurait jamais investi. C'est un marché ultra concurrentiel, dur. Ce qui nous a intéressé chez Camif, c'est précisément son projet de privilégier les fabricants français, d'amener de l'innovation dans la filière du meuble, qui est une filière difficile en France, et d'aller chercher des clients qui cherchent à avoir un sens dans leur acte d'achat. Donc, avec des meubles plutôt fabriqués près de chez eux, avec une traçabilité forte sur les composants, etc. C'était totalement lié. Et on pensait que c'est parce que Camif avait cette orientation qu'il allait avoir un positionnement de marque qui allait créer de la valeur et pouvoir se différencier des autres acteurs de son marché. Alors, je suis obligée de faire un clin d'œil à Emery Jacquia qu'on a reçu lors des oui, en plus, certains d'entre vous le connaissent. D'autant plus que c'est par je l'avais écouté sur une conférence et il disait que c'était important de bien s'entourer en tant qu'entreprise et qu'il avait mis 2 ans à vous trouver en tant que partenaire parce qu'il voulait absolument trouver un fonds d'investissement qui comprenne son projet d'entreprise. Et en fait, moi, ça m'a fait un petit déclic à ce moment-là et je me suis dit, mais oui, en fait, ça montre bien que la finance peut être au service de l'impact. Typiquement, l'exemple de la Camif parlait de lui-même. Donc voilà, donc c'est grâce à Emery aussi qu'on est là ce soir. Du coup, on lui fait forcément un petit Oui, mais d'ailleurs, ce que vous dites me rappelle une anecdote. C'est vrai que quand on a rencontré Emery, ça faisait 2 ans qu'il rencontrait des investisseurs qui n'arrivaient pas à se convaincre d'investir dans la société. Et souvent, il nous disait, mais en fait, il regarde et puis à un moment, il voit, par exemple, que le centre d'appel de Camif est à Niort. Et il disait, mais enfin, le centre d'appel, il est à Niort, vous perdez 2 points de rentabilité, enfin, pourquoi vous ne le délocalisez pas à Madagascar ou autre? C'est quand même idiot. Et Emery devait toujours se justifier en disant, non, mais en fait, ça fait partie du projet de l'entreprise. On a repris Camif avec un projet de contribution au territoire. Et en fait, nous, je pense que la différence avec un investisseur classique, c'est que comme on a une analyse, je pense, beaucoup plus holistique et beaucoup plus large du projet de l'entreprise,
et qu'on a considéré que ce projet allait créer de la valeur, perdre 1 ou 2 points de rentabilité parce qu'on a, on a son centre d'appel à proximité, nous paraissait pas, ça nous paraissait bien moins important. Enfin, notre thèse d'impact nous semblait beaucoup plus créatrice de valeur que ce. Alors, on a le lien tout trouvé vers les questions de l'impact et de comment vous travaillez l'impact. Peut-être avant ça, je reviens juste sur la question de Lydie, qui était finalement de dire comment vos investisseurs à vous décident de moins gagner. En fait, si je comprends bien votre réponse, c'est qu'en fait, ils ne gagnent pas tant que ça, moins que ça, si je suis claire. Mais finalement, il y a quand même une dynamique qui fait qu'ils trouvent aussi une forme de rentabilité là-dedans et peut-être aussi une forme d'intérêt par rapport à ce que vous proposez en termes de différenciation par rapport à d'autres fonds. Oui. Il faut préciser aussi qu'on rentre pour nos investisseurs dans la grande catégorie du capital risque, l'innovation, et que historiquement en France, le capital risque n'est pas très rentable. Donc eux, en fait, ce qu'ils cherchent à comprendre, c'est nous, on va être de bons investisseurs dans cette catégorie qui, historiquement, est parfois négative. Enfin, et je pense que plus on avance, moins c'est le cas d'ailleurs, parce que plus l'innovation est une dynamique économique très forte dans nos sociétés. Mais voilà. Très clair. Et derrière ce masque de l'investisseur, est-ce que vous avez un profil type de ces personnes qui ont cette sensibilité? Chez nos investisseurs? Oui. Ben, ça a beaucoup évolué en 10 ans. Il y a 10 ans, souvent c'était une personne individuelle dans la société qui sont en général des gros investisseurs institutionnels. Hein, vous pouvez imaginer, c'est des banques, des assurances, donc chez qui on plantait une petite graine et qui était accrochés en fait intellectuellement au projet. Et généralement, il fallait souvent l'aider en allant chercher d'autres gens autour, idéalement le président de la société, en disant mais c'est le sens de l'histoire, vous ne pouvez pas avoir une démarche d'investissement qui ne tient pas compte de votre contribution à la société. Et les gens commençaient à avoir des baselines un peu sur la RSE, le durable. Donc, on les prenait au mot en disant, enfin, vous ne pouvez pas ne pas décliner ce principe dans votre stratégie d'investissement. Mais souvent, c'était des personnes. Et vous aviez d'autres personnes qui étaient totalement insensibles, on se souvient de gens qui se disaient, mais vous allez financer des canards boiteux. Enfin, et du coup, en général, on n'arrivait pas à avoir ces investisseurs-là. Donc, c'est très intuitu personnel, effectivement. Et dans ce métier en général, en fait, c'est beaucoup des liens avec des personnes. Et donc, il y a un enjeu de conviction qui est assez fort. Parce qu'il investit 5 ans, par définition, il ne sait pas ce que ça va donner. Ouais. Peut-être pour revenir sur la partie impact, Laurence, c'est de comprendre un tout petit peu quels sont les sujets, si vous avez des thèmes de prédilection. Vous disiez que vous étiez plutôt généraliste. Donc, qu'est-ce qui fait que vous allez investir dans telle entreprise? On a bien compris qu'il fallait qu'il y ait déjà un peu d'amorçage commercial et qu'il y ait des perspectives de croissance. Mais comment vous les accompagnez vous-même derrière? Vous parliez du fait de pouvoir les aider dans leur stratégie d'impact. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus et éventuellement nous donner un exemple? Au-delà, on a parlé de la Camif, est-ce qu'il n'y en a pas un autre qui pourrait du coup un peu illustrer le mode d'accompagnement que vous avez avec les entreprises? Mais je peux peut-être vous donner 2 exemples, un exemple plus mûr et un exemple plus early stage. Je peux vous parler de l'exemple d'Open Classroom qui est un très bel exemple et qui est un très bel exemple aussi en termes de ce qu'on a pu construire avec eux. Donc Open Classroom, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme d'éducation online qui forme aujourd'hui des milliers de gens sur les métiers du numérique au sens large. Et quand les investisseurs, les dirigeants sont venus nous voir en 2016, ces 2 personnes qui avaient à l'époque moins de 30 ans, hein, ils avaient 26, 27 ans. Il faut savoir qu'ils ont créé un blog en 1999. Hein, donc, c'est des gens qui ont construit une histoire qui avait déjà 10 ans quand on les a rencontrés. Donc, ils ont démarré ça à 12 et 13 ans, je crois.
Et ils sont venus nous dire, nous, notre mission, c'est de rendre l'éducation plus accessible. Et c'est de rendre les gens, enfin, permettre aux gens d'être employables après la formation, de rester ou de redevenir employables. Et donc, nous, on cherche toujours, avant de rentrer, enfin, avant de confirmer notre intérêt pour approfondir, on va toujours chercher à se faire une conviction sur le projet d'impact, sur la vision des dirigeants. Qu'est-ce qu'ils veulent transformer dans la société? Donc, naturellement, on a commencé à essayer de comprendre et à challenger qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, rendre l'éducation plus accessible. En fait, je vous dis ça parce qu'avant l'investissement, enfin, on a un énorme boulot. Et souvent, en fait, on met en place les bases de beaucoup de réflexions de la part des entrepreneurs. C'est assez chronophage d'ailleurs pour eux, cette période de levée de fonds, parce que les investisseurs leur posent énormément de questions. Et c'est là qu'on met en place les bases souvent d'une évolution, par exemple, plus tardive du business model ou d'une réflexion sur l'ouverture d'un nouveau produit. Et c'est à ce moment-là, je considère qu'on a une valeur ajoutée très importante. Et là, on a fait l'analyse sur effectivement, enfin, ce qui nous a complètement convaincus chez eux, c'est qu'ils ont une pédagogie qui est capable d'adresser des gens qui sont très peu formés, voire pas du tout formés. C'est-à-dire les premières briques d'Open Classrooms, vous pouvez les avoir en ayant Bac-10, vous pouvez y accéder. Et de fait, il y a énormément de gens qui suivent des cours ou qui se diplôment chez Open Classroom qui sont très peu formés. La thèse d'impact pour nous, en investissant chez Open Classroom, c'est leur capacité à adresser le bas de la pyramide, c'est-à-dire les besoins des gens qui en ont le plus besoin, qui ont le plus besoin de formation et d'éducation. Et ce qui est intéressant, c'est que le deuxième axe, qui était l'employabilité, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. En 2016, les gens se formaient et puis ils repartaient dans la nature. Et eux avaient la conviction qu'ils pouvaient aller plus loin, qu'ils pouvaient les aider à retrouver un job. Et ils commençaient à se dire, il faut qu'on suive ces gens, qu'on sache ce qu'ils deviennent, parce qu'on est convaincu qu'en fait, ils retrouvent assez vite. Enfin, ils voyaient déjà dans les commentaires, la communauté est assez vivante chez Open Classrooms. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de mentoring et les gens, c'est pas que du online et du digital. Il y a beaucoup de présentiel à distance, mais il y a beaucoup de présence de personnes, il y a beaucoup d'interactions. Et en fait, on les a pas mal accompagnés sur qu'est-ce que ça voulait dire s'ils voulaient vraiment rendre les gens plus employables, si ça faisait partie de leur mission. Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire? Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on challenge le projet en termes d'impact et en termes économiques, enfin, dans tous les termes. Ensuite, si on se convainc que le projet a un impact et qu'il y a un modèle économique qui nous paraît suffisamment puissant pour démultiplier l'impact, on va commencer à travailler sur ce qu'on appelle un business plan impact, c'est-à-dire les objectifs. Où est-ce que vous voulez être à 5 ans sur vos ambitions, sur rendre l'éducation plus accessible et rendre les gens plus employables? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est des demandeurs d'emploi? Est-ce que vous allez faire un effort particulier pour aller chercher des gens peu formés dans des zones rurales où il n'y a pas où il n'y a pas beaucoup d'alternatives, des gens isolés, etc. Et donc là, on commence à construire une stratégie qui peut demander un développement de produits particuliers, un marketing particulier. Là, pour nous, c'est ce qu'on appelle l'outreach, c'est vraiment aller chercher des gens qui ne viennent pas forcément naturellement à vous. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la partie employabilité, quelques mois après, ils reviennent nous voir et ils nous disent, mais en fait, on a découvert qu'en fait, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont des besoins urgents sur des compétences dans le numérique. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'offres d'emploi dans ce domaine. Et que finalement, il y a peut-être une partie de notre business model qui est en B2B, parce que ces gens-là sont prêts à nous prendre des alternants, des apprentis qu'on pourrait placer directement chez eux. Donc, du coup, ça s'est beaucoup développé. De recrutement, quoi. Ouais. Quelque part. Et donc, maintenant, ils placent un certain nombre assez significatif des gens qui diplôment dans l'emploi. Et c'est aussi ce que cherchent les entreprises.
de plus en plus. Et du coup, Laurence, j'imagine qu'il y a un investissement, donc investissement, c'est le cas de le dire, investissement financier de votre part, mais aussi de temps et de compréhension de stratégie initialement. Mais ensuite, comme vous disiez, vous êtes sur des cycles plutôt de 5 ans. Donc après, comme vous êtes associé, j'imagine que de toute façon, il y a des logiques de revue d'action, etc., revue de stratégie tous les ans. Mais c'est de comprendre un petit peu comment vous accompagnez, vous continuez d'accompagner ces entreprises-là au fil du temps. Alors, on les accompagne sur beaucoup de plans. Moi, je mets l'accent là sur l'impact en particulier, mais pour pas mal d'entreprises, en fait, on les accompagne beaucoup sur la mise en place de bons outils de pilotage financier. On a régulièrement des discussions je dirais, de support sur la réflexion stratégique où il y a beaucoup de gens chez nous qui ont l'habitude d'anticiper des sujets, que ce soit des sujets de trésorerie, d'évolution de marché, et donc je pense qu'on est souvent considérés comme des partenaires un peu punching ball sur les réflexions stratégiques, les questions que les gens se posent. Donc, souvent, on a des comités formels, enfin stratégiques, conseils ou autres, tous les mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend des entreprises. Mais en fait, on est régulièrement en contact avec eux par téléphone, et on les accompagne sur des chantiers. Ça peut être parfois des chantiers juridiques, par exemple. Ça peut être des chantiers de recrutement. Et il s'est trouvé assez régulièrement qu'on les aide à identifier les bons profils stratégiques pour recruter. On les aide beaucoup dans les outils de pilotage financier. Et on les aide dans les outils de pilotage d'impact. Et les outils de pilotage d'impact, en fait, donnent lieu en général à des réflexions stratégiques sur, en fait, qu'est-ce que ça veut dire mettre l'impact au cœur de notre modèle économique. Et ça, je pense que c'est là où on a le plus de valeur ajoutée, en fait. C'est souvent, les gens viennent avec un projet. Alors, je ne dis pas qu'ils font de l'impact comme M. Jourdain font de la prose, mais disons que l'impact est pas considéré comme, même si des gens très engagés, est pas considéré comme une valeur stratégique de l'entreprise. Et nous, ce qu'on s'attache à faire, c'est à en faire un outil stratégique en permanence. C'est-à-dire, pour nous, c'est la colonne vertébrale du business, autour de laquelle vous pouvez améliorer le développement commercial. Chez Open Classroom, c'est un bon exemple. Les commerciaux, avant qu'on investisse, avaient du mal à renoncer à certaines opportunités commerciales. Enfin, tout commercial a quand même envie de… Et en fait, à partir du moment où ils ont vraiment formalisé le fait que leur mission, c'était de rendre l'éducation plus accessible, ça veut dire aussi qu'ils ont renoncé à certaines opportunités commerciales qu'ils avaient, comme, je ne sais pas, aider les cadres de chez Total, à mettre en place un MOOC pour former les cadres de chez Total, où à un moment, ils ont aidé la force commerciale à se dire non, en fait, nous, notre mission, c'est vraiment ça. Donc, on renonce à un certain nombre de choses, mais aussi, on accroît le focus là-dessus et ça devient un levier commercial. Et en fait, les commerciaux ont bénéficié, in fine, d'un focus plus fort sur la mission. Ils en ont fait aussi un très beau levier de recrutement parce que c'est évident que les employés, les gens ont envie de comprendre à quoi sert l'entreprise et à quoi ils contribuent pour améliorer le monde. Et donc, plus vous êtes clair là-dessus, plus vous avez des outils de pilotage pour rendre ça tangible, plus c'est développé dans à tous les niveaux opérationnels de l'entreprise, c'est-à-dire pas juste au niveau des dirigeants, mais au niveau des commerciaux. C'est tout le monde qui doit porter ça. Tout ça, c'est quand même un travail qui se fait Donc, on a des workshops, on a des discussions informelles, parfois on participe à des chantiers où ils nous invitent à leur réflexion en interne sur une durée plus ou moins longue. Et du coup, on voit bien, je trouve ça très intéressant de dire en fait la colonne vertébrale, c'est l'impact et le fait qu'on ait un pilotage de cet impact avec des indicateurs, c'est intéressant. Quand on travaille dans les entreprises, on voit bien tous les pilotages de la performance qui sont très économiques. Et je trouve ça intéressant de dire aujourd'hui comment on étire ça par rapport au sujet à impact et à une meilleure prise en compte des sujets sociaux, des sujets environnementaux qui rejoignent une tendance de fond qui fait qu'il y a de plus en plus d'entreprises sur lesquelles il y a des obligations de toute façon de reporting sur ces sujets-là. Jean-Seb, il y avait aussi d'autres questions? Ah oui, j'ai une double question de Sébastien
qui s'interrogeait sur les différents critères que vous pouvez avoir dans le choix des entreprises dans lesquelles vous allez investir. Il pose la question de savoir si vous avez des critères sur la préservation des écosystèmes, si vous alignez votre stratégie par rapport à la trajectoire carbone également. En fait, on a eu un petit peu la philosophie, vous nous avez donné toute la philosophie, mais est-ce que finalement, au même titre que des tableaux de bord financiers, vous avez des tableaux de bord et une grille d'analyse par rapport à ces différents… Oui, c'est une bonne question. Est-ce que vous avez reçu la slide? Parce qu'on pourrait la mettre là. C'est bon. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé de la stratégie d'investissement. On s'intéresse à des projets dont on considère qu'ils adressent des enjeux fondamentaux. Et les trois grands sujets qui nous intéressent, c'est vraiment dans la philosophie d'investissement, c'est ce qui concerne les conditions de base de la vie de l'être humain, ce qu'on a appelé Life Essentials, mais c'est vivre, en fait, c'est ce qui permet à l'être humain de vivre. Donc, on va s'intéresser au sujet de santé, de bien vieillir, de pouvoir d'achat éventuellement, de nutrition, mais au sens vraiment de besoins de base. Donc là, on est souvent sur des projets qui répondent à un besoin mal servi de populations vulnérables, pas forcément uniquement, mais qui a clairement un axe où il est capable d'adresser des besoins mal servis chez des populations vulnérables, quelles qu'elles soient. On en a un deuxième qui est sur la capacité de chacun à se réaliser dans la société. Donc, une fois que vous vivez, vous avez quand même envie de faire plus que juste vivre. Et là, on considère que les sujets d'éducation et de formation sont probablement les sujets qu'on considère les plus clés pour nos sociétés. Mais aussi les sujets de l'avenir du travail, comment on va travailler demain, comment on peut s'épanouir dans le travail, et tout ce qui concerne la participation du citoyen au débat public. Et pour nous, un enjeu aussi de préservation de la démocratie, c'est-à-dire de considérer que chacun de nous a la capacité à participer aux décisions de la société dans laquelle on vit. Donc, on s'est intéressé à des projets comme Make.org qui cherchent à développer la participation au projet, à la vie publique, mais à proposer faire des propositions qui peuvent participer à faire évoluer la réglementation. Qui ont été assez actifs pendant le confinement d'ailleurs. La vie, comment ? Qui ont été assez actifs pendant le confinement d'ailleurs. Ouais. On a investi aussi dans Ulule, qui est une plateforme de crowdfunding qui est très orientée vers des projets qui ont beaucoup d'impact et qui est un premier levier. Justement, vous parliez des tout petits projets, mais il y en a beaucoup qui naissent en fait sur ces plateformes et qui deviennent des très beaux projets derrière et qui ne sont évidemment pas financés par des banquiers. Et donc, c'est l'idée que le citoyen peut participer à ça aussi. Comment ? Tout à fait. J'allais dire, sur Ulule, en ce moment, il y a une campagne pour une marque de chaussures qui utilise du cuir à base de déchets de raisin. Donc, typiquement… oui, mais je crois avoir vu ce projet. Voilà, Zeta. Oui, il y a des très beaux projets. Ouais. Et puis, il y a le troisième axe qui est de considérer qu'il y a un énorme enjeu de faire évoluer nos modèles de société, mais aussi nos modèles économiques pour être capable de continuer à vivre dans notre propre écosystème qu'on a quand même largement contribué à détruire. Et là, on s'intéresse effectivement à des sujets d'économie circulaire, d'énergie renouvelable, avec notamment la biométhanisation, par exemple. Et la préservation des écosystèmes, en fait, c'est un sujet passionnant dans lequel on investit assez peu aujourd'hui parce que c'est beaucoup un business de crédit carbone. Tout ce qui est terre, préservation des océans, enfin, on est beaucoup on est assez peu sur du private equity, mais c'est un sujet qui nous intéresse. Et on a Extractive, par exemple, c'est une start-up qui cherche à… Oula,
Je dois rebrancher mon ordi, une seconde. Oui. Alors, on en profite pour vous dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Laurence. On va continuer à voir quels sont les sujets sur lesquels ils investissent. Et puis, on se posera, ensuite, on dézoomera et on essaiera de comprendre, évidemment, qu'est-ce que ça nous dit sur notre monde d'aujourd'hui, quels sont, du coup, qu'est-ce qu'a pu voir comme évolution Laurence depuis 12 ans, qu'est-ce qu'on doit en comprendre à la fois sur les business de demain et aussi sur le monde de la finance et ce qui serait en train de changer. Donc, je vois que Laurence est revenue, du coup, je vous laisse reprendre la main. Il y avait une question, Audrey? C'était plutôt, j'étais en train d'expliquer la suite qu'on allait donner. Je ne sais pas si vous étiez au bout de la présentation de la slide sur vos sujets. Non, mais peut-être mettre juste l'autre qui prolonge en fait je pense que je n'ai pas été au bout de la réponse à la question de Sébastien, je crois. Il y avait une autre slide derrière sur ce qu'on regarde. En fait, on distingue. On est des généralistes, donc on regarde chaque entreprise, on va partir de sa mission. Donc on distingue ce qu'on appelle notre démarche d'impact de ce qu'on appelle une démarche ESG que font de plus en plus d'investisseurs, qui est de s'assurer que l'entreprise met en place des pratiques responsables, que ce soit sur les sujets de dialogue social, de formation des gens, de diminution de son empreinte environnementale, etc., mais qui n'est pas core business, qui n'est pas core dans la stratégie de l'entreprise. Ce qu'on va regarder en premier, donc on va suivre ces sujets-là, et évidemment, s'il y a des sujets qui nous semblent critiques, ça va faire partie vraiment de l'analyse. Mais là où on va vraiment se donner des objectifs, c'est sur la mission de l'entreprise. Et évidemment, chaque entreprise ayant une mission différente, on peut avoir potentiellement autant d'objectifs et d'indicateurs que d'entreprises qu'on accompagne. Ce qui est commun à tous, c'est effectivement les questions qu'on se pose quand on cherche à savoir si on va être capable de construire une thèse d'impact quand on investit. Et c'est ces 6 questions qu'on se pose de façon assez synthétique, schématique. On va toujours se poser la question de la profondeur du besoin. Est-ce que l'entreprise contribue réellement à un besoin qu'on estime profond, où il y a un besoin profond? Et je peux vous donner un exemple. On a vu, par exemple, des sujets dans la cosmétique. Récemment, on a fait un sujet de rouge à lèvres avec des emballages recyclés. C'est bien, mais on n'a pas complètement réussi à se convaincre que c'était déterminant, y compris dans le sujet emballage, qui est un vrai sujet. Donc, on cherche vraiment des sujets qu'on estime assez fondamentaux. Deuxièmement, on va chercher à comprendre ce que la société change sur le marché. Qu'est-ce qu'elle amène en plus? En quoi elle va changer un paradigme de la société? En général, tant d'un point de vue économique que d'un point de vue sociétal. Souvent, ça va de pair. Mais typiquement, par exemple, le sujet du bio dans le retail, pour nous, qui est un très chouette sujet, mais qui n'est pas un sujet, c'est un sujet mûr maintenant. Du bio, il y en a partout, il y en a dans la GMS. Il n'y a pas pour nous d'enjeu d'innovation majeure dans le bio. On ne va pas forcément aller vers ce type de business qui est déjà mûr et sur lequel il n'y a pas beaucoup d'innovation. On va toujours chercher à comprendre l'accessibilité. Comment? Non, j'allais dire, vous me disiez en préparation que par contre, le vrac, c'est un sujet intéressant à l'inverse du bio. Donc, ça permet de comprendre que voilà, c'est pas que le bio n'est pas intéressant, c'est juste qu'il est mature, contrairement au vrac, sur lequel il y a un vrai sujet qui permet de répondre à la problématique des emballages et sur lequel il reste beaucoup de choses à faire à ce jour. Oui, absolument. Là, je parlais vraiment du bio dans un sens retail. Tout à fait. Donc, on va toujours regarder le sujet de l'accessibilité. Par exemple, on a vu un très beau projet dans l'aide dans l'éducation, le soutien scolaire. Et au final, on n'a pas réussi à se convaincre
qui avait un véritable impact de notre point de vue d'accessibilité, parce qu'on a vu qu'il se développait énormément dans l'Ouest parisien, dans des très beaux lycées, collèges, etc., et très peu ailleurs. Et on cherche quand même à avoir un outreach large et à toucher des populations mal servies. Il y a beaucoup de choses très sympas qui touchent des gens qui sont déjà assez bien munis. L'ampleur, là, c'est vraiment la question de la scalabilité. C'est là où la synergie entre l'impact et le potentiel de croissance est très important pour nous. Donc, la scalabilité, c'est la capacité à changer d'échelle, de passer de start-up, PME, à changer d'échelle, voilà. etc., de devenir, de se développer quelque part. Ouais. Et donc, on a pu voir des projets très sympas, mais avec des modèles économiques tellement difficiles qu'on n'a pas pu se convaincre qu'il y avait une capacité à changer d'échelle. Un fonds d'investissement seul ne va pas résoudre le problème du modèle économique s'il est structurel. L'alignement entre la mission et le modèle économique, et on est très, vous avez peut-être compris, on est très investi dans le sujet de l'entreprise à mission. Et de notre point de vue, un impact aujourd'hui sans une vision de mission, sans une mission, c'est pas forcément pérenne. On a vu des boîtes qui ont un impact aujourd'hui. Bon, peut-être demain, elles vont sentir qu'il y a un nouveau produit qui va être peut-être plus utile sur le marché, et demain, elles pourraient ne plus en avoir. Donc, on a besoin de sentir qu'il y a une vision de la part des dirigeants. Et cette vision, elle se traduit en général quand même dans une mission de la société, c'est-à-dire le socle pour lequel la société existe. Après, on peut faire évoluer plein de choses, et inversement, s'il y a une mission, mais qu'il n'y a pas d'impact tangible, ce qui peut commencer à apparaître d'ailleurs avec des entreprises à mission qui ont des missions un peu vagues, si on n'arrive pas à rendre tangible l'impact, on estime qu'il n'y a pas forcément d'alignement non plus. Et puis la maîtrise des risques, c'est vraiment le sujet des externalités négatives, plutôt sur les questions de responsabilité dont on parlait tout à l'heure. Donc, on peut être sur des sujets, par exemple, extractifs, sur le recyclage, enfin, des solutions de recyclage dans l'industrie. Effectivement, on peut avoir des externalités négatives et on est attentif à comprendre, en tout cas, qu'elles sont déjà bien identifiées. Donc, voilà en gros la façon dont on construit en interne notre test d'impact. Et ça, en fait, ce petit radar, il nous sert tout au long de la période d'investissement. Parce que vous pouvez être sur un besoin très profond, avec une super ampleur, mais en fait, l'accessibilité, l'additionnalité est encore assez faible et on estime qu'on va pouvoir accompagner l'entreprise à avoir plus de valeur ajoutée dans ce qu'elle apporte. Donc, c'est une façon pour nous de suivre, d'accompagner l'entreprise tout au long de la période d'investissement. Et alors forcément, ça m'amène à une question, puisque vous avez parlé des entreprises à mission. Donc, on sait qu'effectivement, vous êtes très investi sur le sujet. Vous avez initié avec Emery Jacquia, entre autres, l'association des entreprises à mission. On voit bien la corrélation entre la stratégie d'impact et le fait que l'entreprise ait une vision, évidemment, à développer et à défendre. La question que j'ai envie de vous poser, c'est que jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé des entreprises qui partaient d'une page blanche. Et on dit souvent c'est plus facile du coup, de partir d'une page blanche et de construire du coup un business model qui répond à une problématique sociétale, environnementale en partant de zéro. Mais il y a aussi beaucoup d'entreprises et la transformation de notre économie passera aussi par le fait qu'on a tout un tas d'entreprises qui se transforment et qui changent de paradigme en termes de modèle. Et est-ce que du coup, vous vous adressez aussi ces entreprises-là? Est-ce que vous pouvez être un soutien pour les entreprises qui se disent je ne suis pas sur un business durable, il faut absolument que je change mon braquet? Alors oui, c'est une discussion qu'on a beaucoup en ce moment, parce qu'effectivement, on se dit que ces 10 dernières années, on a un peu contribué à construire le marché. On a accompagné plutôt des pionniers, des gens qui étaient vraiment ce qu'on appelle mission native, qui avaient déjà ça en eux. Et on commence à voir aujourd'hui apparaître effectivement un certain nombre d'entreprises qui se posent la question d'une transition
Et en fait, on serait très heureux de les accompagner, je pense. Mais le sujet n'est pas simple quand même. D'abord, on n'en a pas vu tant que ça. Il y a des gens qui viennent nous voir en disant, bon, voilà, là, je vais devoir pivoter. Enfin, c'est très, très compliqué. Donc, je pense qu'il faut… on l'a un petit peu fait sur une société dans laquelle on a investi qui s'appelle Clever Connect. Mais on l'a fait parce que on considérait l'activité est déjà sur un sujet de type besoin essentiel. Hein, c'est un job board qui se développe assez fortement et qui permet de remettre les gens en emploi, enfin qui a un lien entre l'offre et la demande. Et ils avaient une vision très forte de s'améliorer. Ils voulaient s'améliorer dans la façon dont ils pouvaient aider les gens les moins qualifiés, donc ceux en fait qui trouvaient le moins vite un job et qui souvent restaient un peu longtemps sur la plateforme et c'est forcément déceptif. Et de leur donner des outils pour être capable de décrocher les emplois. Et donc d'être capable d'un point de vue, vraiment avec de l'intelligence artificielle, de dire vous n'avez pas été sélectionné par cette entreprise sur cette offre, voilà pourquoi, voilà ce qu'il faudrait que vous fassiez pour que vous puissiez répondre à tel ou tel type d'offre. Vous avez positionné votre profil de telle façon, voilà ce qui vous manque, enfin voilà sur quoi on est en train de les accompagner. Mais ils sont déjà quand même, d'abord il y a une vision forte, une volonté de faire assez forte, et il y a déjà une base. Si une entreprise dans l'oil and gas qui vient nous voir et qui nous dit, ou même Philippe Maurice qui nous dit, en fait là, on est dans un business de cigarettes et on voudrait troquer complètement, là, je pense qu'on aurait du mal à y aller. Donc, ça dépend vraiment de l'activité sur laquelle elle est. En tout cas, c'est des questions que vous vous posez et sur lesquelles vous pourriez être un soutien pour peu qu'on vous convainc de la véracité, j'ai envie de dire, du pivot et du fait que le pivot ne soit pas juste sur 10% du business, qu'il ait un certain… Oui. S'il y a une vraie capacité du modèle économique à évoluer et qu'il y a une vision des dirigeants, je pense que c'est un sujet qui va beaucoup nous intéresser à l'avenir. Parce qu'on a toujours dit qu'on voulait accompagner l'économie mainstream. On n'a pas envie de rester dans un petit groupe de happy few donc on serait content. Après, il faut qu'on arrive effectivement à se convaincre que c'est possible. C'est plus difficile parce que si c'est une entreprise classique, avec tout ce qu'on entend sur le greenwashing, etc., c'est aussi d'être en capacité de comprendre à quel point il y a une vraie volonté et que ce n'est pas purement des déclarations d'intention qui sont associées. Il faut une volonté, il faut des clients qui sont prêts à le faire. C'est-à-dire, c'est quand même plus simple quand le client achète l'impact au sens… c'est une expression qu'on utilise souvent en interne. Il y a des business où le client achète plus ou moins l'impact. Quand le client ne l'achète pas et que vous le faites, on revient souvent aux besoins du client, nous. Parce que la mission, elle est forcément liée aux besoins que vous servez. Et donc, on va beaucoup regarder effectivement la relation avec le client. Ça marche. Merci Laurence pour ça. Peut-être dans les dernières questions, c'est de comprendre un tout petit peu qu'est-ce que ça vous dit, tous ces 12 ans d'expérience avec les entreprises que vous avez accompagnées et puis celles que vous n'avez pas accompagnées aussi, puisque c'est malgré tout des dossiers que vous avez étudiés. Qu'est-ce que ça vous dit sur la transformation de nos business models ? On a vu pendant le confinement beaucoup de gens qui appelaient à l'émergence de nouveaux modèles économiques. On sait très bien que on ne transforme pas les choses du jour au lendemain et qu'on ne change pas ses clients, comme vous venez de le dire, on ne change pas ses fournisseurs du jour au lendemain, on ne change pas ses processus et ses salariés, les modes de travail comme ça. Donc, qu'est-ce que ça vous… où est-ce que vous en êtes ? Quelle réflexion ça vous amène, tout ce qui vient de se passer et toute votre expérience auprès de ces entreprises-là ? J'ai envie de dire, en fait, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Je pense qu'on revient beaucoup aux besoins du client. Et on a remarqué que pendant le Covid, les entreprises qui se sont développées, chez nous, mais aussi ailleurs, c'est quand même des entreprises qui répondaient à des besoins essentiels. Ce qui fait que je pense que ça a conforté
tout cas, nous, ça nous a conforté dans notre stratégie d'impact que des entreprises qui vraiment répondent à un besoin, plus le besoin est essentiel, plus vos chances d'être résilient dans des périodes dans lesquelles on est forte. Et évidemment, ça se croise avec un autre enjeu qui est la digitalisation, parce que bien sûr, les entreprises nous, on a plusieurs entreprises qui ont littéralement explosé pendant la période de confinement. Et c'était toujours au croisement de la réponse à un besoin essentiel dont on ne peut pas se passer et la capacité à amener une solution digitale, parce qu'évidemment, pendant cette période, le digital s'est beaucoup renforcé pour le meilleur et pour le pire. Hein. Je ne suis pas une... l'exemple auquel je pense, c'est Lalilo qui a conçu une solution d'apprentissage de la lecture pour les CP-CE1 comme un assistant professoral. Donc, c'est vraiment un outil pour les professeurs. Et ils étaient en plein POC avec l'éducation nationale. Donc, il y avait vraiment... C'était le début du début. Comment ? Le POC, c'est le Proof of Concept. Donc, c'est le moment où on démontre que ça marche. Exactement. Et en fait, arrive le confinement... Et la solution, c'est 60% des classes françaises qui ont utilisé Lalilo pendant le confinement. Alors, c'était une start-up qui était née un an plus tôt. Elle était très, très jeune. C'est une des boîtes les plus jeunes qu'on ait jamais financées. Et là, il y a 640 000 enfants qui suivent 80 000 professeurs en France. C'est sans les États-Unis, parce qu'ils développent aussi aux États-Unis. Donc, en fait, le sujet du client est quand même au cœur Et enfin, je pense à Shift Project, l'association qui a fait une étude sur les projets qui étaient présentés au Las Vegas Show, là, comment ça s'appelle on présente les dernières innovations mondiales. Oui. CES. Comment ? Le CES. Oui. Et en fait, il montrait sur le nombre de projets exposés, si vous voulez, vous en aviez 90% qui étaient des gadgets, qui étaient des choses dont on se passe, mais sans problème dans le monde. Et en ce moment, les Américains s'en passent certainement des choses plus urgentes comme préoccupation. Et donc, ça repose la question du sens des technologies, qui n'est qu'un moyen et pas une fin. Donc, je pense qu'on va beaucoup se poser la question de l'utilité sociale au sens large de ce qu'on propose, de ce qu'on fait. Et je pense que les fonds, en général, se posent beaucoup plus cette question aujourd'hui qu'il y a encore 6 mois ou 1 an. Voilà, je ne sais pas si je réponds complètement à la question. L'autre chose que je sens aussi, c'est que les gens se posent beaucoup plus la question de l'impact, non pas comme une petite cerise sur le gâteau ou un must-have sympathique, mais comme un enjeu de valeur stratégique de marque. Mais d'ailleurs, la Camif, a priori, n'avait pas de problème, même du fait du Covid, quoi. Donc, ça montre bien ce que vous dites. En fait, c'est même plus que ça. C'est que la Camif est arrivée un peu tôt. Oui. Elle est arrivée presque trop tôt par rapport aux consommateurs qui s'en foutaient d'acheter des meubles Ikea ou faits en Chine. Et en fait, le Covid les a extrêmement poussés. Enfin, ils ont fait une... Enfin, je ne sais pas si vous avez dit, mais oui. Lui aussi a beaucoup cru. Parce qu'il y a un momentum, les gens sont plus sensibles à certains messages aujourd'hui. Et alors, Laurent, j'aurais une dernière question et je vois qu'il y a des questions derrière, donc on va ouvrir après aux questions-réponses. La dernière question, c'est de dire, est-ce que le monde de la finance, dont on n'a pas forcément une belle image dans l'absolu et qu'on imagine souvent le monde de la finance qui sert un monde un peu virtuel et pas le monde de l'économie réelle, est-ce que ce monde-là aussi est en train de changer en très court ? En très court, je dirais oui et non. Oui, parce que comme tout le monde, c'est des pères de famille ou des mères de famille, c'est des gens qui sont comme nous.
donc qui évoluent et qui prennent conscience de choses et parfois ont des déclics au point où ils changent de vie, enfin, comme tout le monde. Et j'ai envie de dire non aussi parce que je ne sens on est encore sur un système financier et capitaliste qui est sur des rythmes de croissance et d'attente de rendement quand même extrêmement élevés. Et sur lesquels, enfin pour moi, il y a tout un, enfin il y a une partie de l'économie qui va demander du temps plus long, des rendements moindres. Et des processus plus lents. Et donc, pour moi, il y a une rapidité qui est pas saine, enfin, une recherche de rapidité à tous les niveaux qui reste entier, quoi, qui est pas, pour moi, qui n'est pas encore complètement adressé, à part peut-être dans certaines familles. Vous avez des familles qui ont de l'argent, qui commencent à investir sur des projets vraiment très innovants, des nouvelles manières enfin, je pense qu'il y a encore de la marge dans les modèles économiques de fonds et de façon de financer, des marges d'innovation. Ça marche. Alors, on va peut-être passer aux questions. Je vois qu'il y a quelques questions. Jean-Sébastien, je te laisse. Oui, on va passer aux questions. On va essayer de les passer un peu en rafale. Je vais prendre la question de Philippe. On y a un petit peu répondu, qui pose la question, est-ce que vous investissez dans des entreprises déjà créées uniquement ou sinon faites-vous de l'accompagnement à la création avec potentiel d'investissement par la suite? On imagine que ces entreprises pas créées iront plutôt peut-être vers la plateforme de crowdfunding et puis peut-être que vous identifierez, vous, ces entreprises à développement, puisque vous disiez tout à l'heure qu'il fallait que l'entreprise ait déjà un modèle commercial, qu'elle soit déjà un petit peu viable pour pouvoir… Donc ça, c'était la question de Philippe. Sébastien, qui décidément aime beaucoup les critères, il dit si vous imposez le bilan carbone dans vos participations. Non. Voilà, si vous imposez un bilan carbone à vos sociétés. Non, on n'impose pas de bilan carbone, pas pour le moment. Je pense qu'on n'a tout simplement pas les moyens aujourd'hui en fait d'imposer un bilan carbone parce que enfin, je trouve que ce serait dans l'absolu pertinent. Mais les sociétés dans lesquelles on investit sont petites. Donc, soit ça veut dire que nous, on finance le bilan carbone et en fait, c'est extrêmement coûteux un bilan carbone. Enfin, on n'a pas les moyens nous-mêmes en tant que petit fonds. Et l'imposer aux sociétés, c'est compliqué quand même. Enfin, c'est compliqué aussi parce que c'est coûteux. Et donc, je pense qu'on pourrait imposer on imposerait un bilan carbone dans une activité qu'on juge ayant un impact carbone critique. Alors, toute société a un impact carbone négatif, je pense. Enfin, en tout cas, c'est même les sociétés les plus digitales, la pollution numérique est un sujet qui monte. Mais est-ce que pour ce type de choses, est-ce que c'est le bilan carbone qui est le plus vecteur de changement? Je ne sais pas. Je pense que ça dépend des secteurs dans lesquels vous êtes. Et nous, on est quand même beaucoup sur du service. Donc, vous faites le bilan carbone, il va pas être extraordinaire, mais il va pas être non plus… En fait, l'intérêt du bilan carbone serait de pouvoir créer une dynamique de progression. C'est plus associé pour les industries. Comment ? Peut-être. C'est plus adapté pour des industries pour vraiment mesurer où est son impact et où sont ses marges de manœuvre. Ouais, ou des entreprises d'une plus grande taille. Ou pour essayer de décliner la question, c'est est-ce que vous incitez aux entreprises dans lesquelles vous avez des participations à aller vers des labels comme on avait reçu sur Juste Après On Fait Quoi, Bicorp par exemple? Ah oui. Ah oui, enfin nous on est Bicorp et on encourage toutes nos participations à se mettre dans le processus Bicorp. Et on a, je crois, 3 ou 4 participations qui sont Bicorp. On en a une qui est en train de le devenir, là, Depki. Et plusieurs qui sont en train de réfléchir à le faire. Et plus on avance, plus on est assez prescripteur sur le fait qu'elle devienne aussi société à mission.
parce qu'en fait, le travail qu'on fait avec elle est quasiment un travail de passage en société à mission, puisqu'on questionne la mission, on définit avec elle des objectifs, des indicateurs, etc. Le dernière étape sur laquelle on ne travaille pas tellement, c'est la gouvernance, c'est-à-dire le fait d'associer ces parties prenantes d'une manière ou d'une autre à la gouvernance de la société. Et dans le prochain fonds qu'on va lever, ça va vraiment faire partie de notre méthode d'accompagnement. Et donc, j'ai une autre question de Lydie qui est assez générale, qui parle de la capacité de croissance et d'innovation selon les critères clés qu'on a évoqués dans vos investissements. Mais à une échelle macroéconomique, pensez-vous que la croissance puisse être durable? Et j'aimerais aussi que vous puissiez nous dire ce que vous pensez. Souvent, on parle de la fameuse décroissance. Dans le critère de sélection de fonds, vous parlez de croissance forte et soutenue pour avoir un impact. Et en fait, avoir un peu voilà, c'est souvent deux termes qui s'entrechoquent et on a du mal à se positionner entre cette fameuse croissance et cette décroissance dont on parle tant. C'est mon associé qui est intarissable sur ce sujet. Moi, je ne vois pas de modèle économique de financement sur de la décroissance aujourd'hui. Je ne dis pas que. En revanche, et puis la croissance, ça fait quand même partie de l'être humain. Enfin, grandir, je pense que ça fait quand même partie de la façon dont on est constitué en tant qu'organe, être humain, mais aussi en tant qu'organisation. Et donc, j'ai du mal à imaginer avoir de l'impact sans croissance. Après, ce que je pense, c'est que les rythmes de croissance dans lesquels on est sont relativement artificiels. Le rythme de croissance de la société, je pense qu'on est à 1%, quelque chose comme ça en ce moment. Donc, des rythmes de croissance exigeant des rendements de l'ordre de 15 ou 20% sont évidemment déconnectés de la réalité de la croissance des sociétés. Donc, ça veut dire que vous mettez une sorte de pression qui peut avoir des impacts négatifs assez importants. Donc, j'ai tendance à penser qu'à un moment, il faudrait qu'on se réaligne tous à la baisse et qu'on ralentisse en fait aussi c'est-à-dire que tout peut croître, mais dans une vitesse moins rapide. Et en fait, comme on a découvert le numérique il y a quelques décennies, ça a réaccéléré en fait les rythmes dans les attentes de rendement. Et donc, c'est tout le discours autour des licornes. Et c'est un discours en fait de croissance ultra rapide qui ne paraît pas forcément particulièrement souhaitable. Mais j'ai beaucoup plus réfléchi, moi, en fait, à la question de nous, en tant qu'investisseurs, est-ce qu'on faillit à nos obligations fiduciaires? C'est-à-dire, est-ce que finalement, on est en faute vis-à-vis de nos porteurs de parts, c'est-à-dire ceux qui placent de l'argent chez nous, si on n'est pas dans un objectif de maximisation de la valeur financière? Et en fait, c'est une vraie question. Et moi, il me semble que l'impact investing, en fait, amène une vraie rupture de pensée, en fait, dans la pensée économique. Et moi-même, j'ai cherché dans le code monétaire et financier pour voir si je trouvais quelque chose qui me disait, en fait, attention, si tu n'es pas dans un objectif de rendement maximal, tu es en faute. Et en fait, j'ai jamais rien trouvé qui disait exactement ça. Ce qu'il disait, c'est que tu dois, en tant qu'investisseur, toujours servir l'intérêt de tes porteurs de parts, de tes investisseurs. En fait, rien ne dit que l'intérêt que tu sers est un intérêt uniquement financier. On peut servir un intérêt qui est double, au moins double. Nous, depuis qu'on est né, on estime qu'on sert l'intérêt des investisseurs, on le sert à deux titres. En tout cas, on essaye de leur rendre de l'argent sur le plan financier et on essaye aussi
de démultiplier l'impact des sociétés dans lesquelles on est. Et en fait, ce que je trouve très malsain, en fait, c'est d'avoir un objectif unique qui n'est pas du tout représentatif de la vie. Alors, on n'est jamais mu par un objectif unique. Et donc, c'est un ensemble d'objectifs qu'on doit avoir. Et vis-à-vis de nos investisseurs, ma conclusion est donc qu'on ne faillit pas à nos obligations fiduciaires en ayant un objectif qui n'est pas uniquement financier. D'ailleurs, heureusement qu'on n'a pas uniquement des objectifs financiers. Et que ce n'est pas pour ça qu'on va créer moins de valeur au sens large à terme, au contraire. Je trouve que ça fait une jolie conclusion, tout ça. Merci beaucoup, Laurence, pour ce partage d'expérience, pour avoir aussi démontré que c'était possible d'allier impact social, environnemental avec rentabilité financière. On est convaincu que le monde demain sera davantage prêt à aller sur ces sujets-là si on réconcilie ces deux notions plutôt que de les opposer. Donc, merci Laurence, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Merci à vous. J'en profite pour du coup souhaiter une bonne soirée à tous nos intervenants qui ont participé jusque-là. Le live sera disponible sur un replay sur YouTube et potentiellement bientôt en podcast. On est en train de travailler sur le sujet. Et j'en profite pour vous donner du coup le prochain intervenant. Ce sera l'entreprise Alpina Savoie, qui est une entreprise savoyarde qui fait des pâtes, entre autres, sur un marché très concurrentiel, puisqu'on connaît tous ses concurrents, et qui a choisi de se différencier en repositionnant du coup sa stratégie sur une stratégie plus durable qui travaille sur les filières locales, sur le bio, sur le vrac. Donc, on sera ravis de voir comment ils se sont transformés. Voilà, donc ce sera le jeudi 5 novembre, puisqu'on essaye maintenant de faire ça une fois par mois, tous les premiers jeudis du mois. Donc, on vous souhaite une bonne soirée et puis on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.